vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous rentrez tranquillement dans l'automne et dans cette période qui nous demande de revenir à soi, à l'intérieur, dans nos maisons. Le froid revient, la pluie aussi. Alors nous, dans notre région, on a été particulièrement gâtés la semaine dernière avec plusieurs moments de déluge, voire de tempête. Donc on revient à l'intérieur et les activités vont se tourner vers des choses plus cocooning. On va essayer de recréer de la chaleur chez soi pour se sentir bien. Et justement, c'est en lien avec le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, puisque je vais vous parler de retour à soi, mais sur un plan un peu différent, puisque c'est sur le plan de l'émotionnel et de l'affectif. Ceux qui me connaissent et qui viennent me consulter le savent, c'est une phrase que je leur répète souvent. Revenez à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Revenir à soi. Ça, c'est vraiment une clé essentielle et fantastique. Et c'est difficile à faire. Parfois, on a besoin qu'on nous le rappelle, que quelqu'un d'extérieur vienne nous dire « reviens à toi ». Parfois, on s'est tellement éloigné de soi-même que certains symptômes se sont mis en place pour nous obliger à revenir à soi. Si on tente de sortir de soi, c'est parce que quand quelque chose ne va pas, c'est difficile de sentir ce que ça nous fait. Et donc, dans un mouvement presque réflexe, dans un mouvement automatique, on va se concentrer sur cette chose qui ne va pas comme on voudrait à l'extérieur de soi. Que ce soit une situation et en particulier des personnes. Vos enfants, vos parents, vos amis, votre partenaire de vie, vos collègues, quelqu'un avec qui vous êtes engagé dans un contrat. Et en général, quand l'autre ne veut pas bouger en face, alors on va se mettre à ruminer, à être dans une forme d'agitation mentale, à se focaliser sur la situation qui nous dérange ou sur cette personne qui fait pas ce qu'on voudrait qu'elle fasse, si je schématise de manière très raccourcie. Et alors, on peut se mettre à attendre beaucoup de l'autre. Et plus on va se focaliser sur l'autre, et plus la situation va avoir tendance à se cristalliser et à se figer. C'est une loi presque... ça se rapporte à de la physique, avec la loi d'opposition des forces. C'est la 3e loi de Newton, avec le principe d'action-réaction. Lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exercera une force sur le corps A de même grandeur, mais dans le sens opposé. Donc, plus je vais mettre de force et plus la résistance en face va être importante, plus je vais vouloir contrôler l'autre et plus l'autre en face va résister. Et dans ces moments-là, qui sont des moments très souffrants, là j'en parle avec légèreté, mais quand on le vit, ça n'a rien d'anodin. Ce sont des situations très souffrantes quand on se focalise sur l'autre. On peut se sentir très envahi,
par l'autre ou par la situation. On n'est plus à la bonne place, on n'arrive plus à réfléchir, on peut se sentir très perdu et surtout on n'est plus avec soi. Et alors le mouvement qui est à opérer dans ces moments-là, c'est de revenir à soi, à l'intérieur de soi. Et pour ça, il y a une question formidable que vous pouvez vous poser et je vous invite à l'écrire quelque part. Parce que quand on n'est pas habitué à se la poser, et même parfois quand on est habitué à se la poser, on a vite tendance à l'oublier. Ça m'arrive de mettre un temps, il y a un temps de latence avant que je me pose cette question-là, quand il y a vraiment quelque chose qui me crispe, qui vient me frustrer, qui me fait me sentir impuissante, qui me cause du chagrin, eh bien j'oublie cette question et donc dans un premier mouvement je vais faire autre chose, je vais être embarquée par mon émotionnel et puis après je me rappelle, ok, il faut que je revienne à moi là. Et donc cette question c'est qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que je ressens ? Et de pouvoir rester quelques instants, voire quelques minutes et même quelques heures et quelques jours avec qu'est-ce que ça me fait. Et quand je suis capable de rester avec ce que ça me fait, quand je développe cette capacité-là, alors je retrouve beaucoup de liberté. Ça me fait gagner en maturité émotionnelle et affective et ça me donne beaucoup de liberté dans les relations. Parce que je cesse de me faire dépendre à tout prix de l'autre ou de la réponse de l'autre. Est-ce que ça me fait mal ? Qu'est-ce qui me fait mal ? Où ça me fait mal ? Est-ce que ça me renvoie à quelque chose de douloureux, de mon passé par exemple ? Et alors qu'est-ce que c'est ? Sur quelle blessure ça vient appuyer à l'intérieur de moi ? Souvent, quand une situation est très douloureuse, c'est que j'ai mal de ce qui est en train de se produire dans l'actualité, c'est-à-dire dans ce qui est ici et maintenant. Et en plus, ça vient réveiller quelque chose que je n'avais pas réglé, que je n'avais pas apaisé à l'intérieur de moi. Et donc, eh bien, c'est la double peine. À la fois celle qui se réveille et qui appartient au passé, qui se réactive, et celle qui est active là maintenant. Donc c'est important de pouvoir se demander qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me renvoie, qu'est-ce que ça m'évoque, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça me rappelle, à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai déjà connu ça dans ma vie ? Est-ce que ça me fait penser à une autre situation, à une autre personne ? Et alors, quand on est capable de faire ça, vraiment ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça remet du mouvement, on n'est plus figé, on arrête de subir, d'être prostré, sidéré. On récupère notre pouvoir là où il est réellement, on récupère notre potentiel d'action. On va pouvoir, dans un deuxième temps, commencer à mettre des choses en place. Ça défocalise de l'autre personne. Et alors, déjà, ça vient mettre de la respiration dans la relation, parce que je cesse de faire peser tout le poids de mes attentes, voire de mes exigences sur la relation. Donc, ça apaise les choses. Et puis la personne en face va pouvoir, elle, se mettre en mouvement parce qu'elle sera moins crispée par toute la pression que ça pouvait mettre. Et c'est difficile de faire ça, de revenir à soi. Parce que ça demande de lâcher le contrôle qu'on essaye d'exercer sur une situation extérieure ou sur quelqu'un d'autre. Sans garantie que ce dont on a envie, ce dont on a besoin, se produisent. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'y a pas de garantie.
il n'y a pas d'assurance, de sécurité. Et donc ça veut dire lâcher ce que vous voulez contrôler pour revenir à vous, en acceptant que ça vous mette en insécurité puisque vous lâchez ce que vous essayez de contrôler, et de vous occuper de vous, en vous demandant ce que ça vous fait et puis en mettant des choses en place après, et ça je vais y revenir, pour vous occuper vraiment de vous en profondeur. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise? De quoi vous avez besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre à votre besoin? Et quand on accepte de lâcher, alors parfois, eh bien malheureusement, ça change rien. L'autre peut continuer à faire ce qu'il fait ou justement à ne rien faire et à ne même pas nous manifester qu'il avait remarqué que quelque chose a changé dans la relation. Et dans ce cas-là, eh bien malheureusement, c'est triste ou très frustrant, voire rageant. Et donc on va s'éloigner, voire ça peut mener à une rupture, une séparation, à un changement de direction. Et parfois, et ça c'est quelque chose que j'observe vraiment régulièrement, et c'est assez magique d'observer ça. Assez souvent, en fait, quand on accepte de lâcher et qu'on revient à soi et qu'on s'occupe de soi, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. D'abord, c'est qu'on va mieux et quand même, ça n'a pas de prix, mais aussi, c'est que l'autre se met enfin à bouger. Et parfois même dans la direction qu'on souhaitait et qu'on attendait tant. C'est pas toujours le cas et encore une fois, il n'y a aucune garantie, mais ce qu'on peut en dire, c'est que très souvent, il y a des choses qui se passent, que ça remet du mouvement. L'élastique de la relation n'est plus aussi tendu, c'est plus aussi crispé, on regagne en souplesse et de ce fait, ça permet de réintroduire du mouvement, ça laisse une marge de manœuvre. Et donc ça nécessite de lâcher et de revenir à soi. Et encore une fois, c'est vraiment difficile. C'est légitime de se sentir en difficulté face à ça. Et quand on est revenu à soi, après, il s'agit de comment y répondre. Comment répondre à ce que ça me fait. Et là, eh bien, je vous invite à développer des ressources, des stratégies, des outils d'apaisement, de bien-être, de réconfort. C'est vraiment ce mot-là, réconfort. Comment je peux consoler la part de moi qui pleure à l'intérieur. Comment je peux être un bon parent ou un bon thérapeute pour moi dans ces moments-là. Un ou une bonne amie. Qu'est-ce que me dirait ma ou mon meilleur ami? Qu'est-ce que je ferais moi si un ami ne va pas bien? Et de me l'appliquer à moi-même. En essayant de trouver des solutions qui soient pas toxiques, c'est-à-dire qui soient dans le respect de vous et de votre santé, et donc de définir des ressources qui vous font du bien sans vous faire de mal, qui ne vont pas avoir de conséquences néfastes. Et alors, même si ça ne change rien à la situation, ce que ça produit, c'est que déjà, ça vous apaise, ça détend les choses, ça permet, dans cet inconfort, que ce soit un tout petit peu plus confortable, un tout petit peu plus agréable, et puis de réfléchir différemment, de voir les choses sous un autre angle. Et ça, dans la crispation, quand c'est très tendu, c'est pas possible. Ça permet de retrouver de la mobilité, de la souplesse, de la flexibilité quand on a besoin de changer de focale, de changer de regard ou d'angle sur une situation. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'on ne se rend pas compte quand on est dans le contrôle que
en fait, on pense pour l'autre, on estime savoir mieux que l'autre pour l'autre. On sait ce qu'il a à faire et on peut même être amené à sortir de sa place et à faire à la place de l'autre. Et ça, quand vous êtes la personne en face, c'est très désagréable. Et il y a une loi universelle, c'est que l'être humain, s'il y a bien quelque chose qu'il déteste, c'est se sentir contrôlé. Et donc, quand vous allez vouloir contrôler les autres, ils vont, comme je vous le disais au début, opposer une résistance. Ils vont parfois même faire l'inverse que ce que vous attendez. Et à mon sens, eh bien, c'est une bonne chose qu'ils fassent ça, parce que ce serait désastreux de se laisser contrôler, et ce serait désastreux de vous laisser croire, de vous laisser dans l'illusion que vous avez un moyen de contrôler les autres. Et ça, le fait que la personne en face ne se laisse pas contrôler, ça permet éventuellement de provoquer un retour à soi. Si on accepte avec beaucoup d'humilité d'entendre le message. Et je peux vous donner un exemple éclairant de ça. C'est quand on est parent et que on sait pour son enfant qui grandit et puis après qui devient adolescent, et on ne comprend pas pourquoi son enfant ne fait pas ce qu'il faudrait faire, ce qu'il y aurait à faire, ce que nous, on estime qu'il faut faire, ce qui est bon pour lui. Et souvent, c'est tout à fait légitime, ce que vous estimez être bon pour lui. Et je vois comme ça des adolescents qui s'inhibent complètement, qui cessent de faire des choses. J'observe ça aussi dans les couples, mais restons sur l'exemple parent-enfant. L'adolescent cesse de faire quoi que ce soit, il désinvestit le plan scolaire. Et il en fait de moins en moins, il travaille plus. Et alors, je vois également des parents qui vont jusqu'à faire les devoirs de leur enfant. La veille du rendu, l'enfant ou l'ado a oublié qu'il fallait rendre un devoir de maths. Et donc, le dimanche soir, le parent se met à faire les exercices et pour que l'enfant n'ait pas de mauvais résultats et donc pour protéger la sphère scolaire. Et ça, c'est dramatique. Vous êtes en train de faire à la place de l'autre et ça part peut-être d'une bonne volonté, mais ça produit l'inverse de ce que vous vouliez provoquer. C'est-à-dire que, la personne, elle en fait encore moins. Vous vouliez qu'elle en fasse plus, elle en fait encore moins, parce qu'en même temps, c'est très confortable. Si elle fait rien, vous faites à sa place. Donc, il n'y a aucune raison qu'un enfant ou un adolescent se mette à réinvestir le plan scolaire si on est sans cesse sur son dos à savoir pour lui ce qu'il a à faire. Et dans ces moments-là, c'est revenir à soi, s'occuper de soi, s'occuper de ses insécurités, parce que ça provoque des insécurités à juste titre, si votre enfant ne travaille pas. Et c'est de s'en occuper pour que lui, ça lui laisse une liberté de mouvement et que son désir puisse revenir. Parce que ça asphyxie même son envie. Il n'y a plus d'envie de son côté. Puisque votre désir à vous prend toute la place. Vous savez pour lui, vous voulez pour lui, et alors lui, où est-ce qu'il est? On ne sait pas, on ne sait plus. Ça disparaît derrière les injonctions parentales. Et ça, je sais que c'est très difficile à entendre. Tous les parents, malheureusement, ne l'entendent pas. Et ce que je peux vous dire, c'est encore une fois, si vous écoutez régulièrement mes podcasts ou si vous me connaissez,
Je vous amène souvent à vous donner de l'indulgence, de la patience, parce que je crois que se flageller, ça ne fait jamais avancer les choses. Culpabiliser, ça empêche d'avancer. Donc c'est de regarder ça avec le plus d'indulgence possible. Parce que de mon expérience, et je peux vous assurer que j'ai vu énormément de situations, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Et quand les gens qui viennent me consulter acceptent de me faire confiance et de lâcher ce contrôle-là sur l'enfant, eh bien, il y a quelque chose vraiment qui se remet en mouvement chez lui ou elle. Il y a un apaisement déjà dans la relation et la plupart du temps, le désir revient, l'envie revient, l'élan aussi. Et il en va de même dans les couples en crise. Très souvent, on attend que la solution vienne de l'autre. On regarde tout ce que la personne fait ou ne fait pas. Et puis, on s'oublie, on ne s'occupe pas de soi. Et ça, vraiment, ça fonctionne pas. Parce que quand bien même l'autre est de bonne volonté et fait des efforts pour faire ce que vous voulez, eh bien, il y a un moment où ça s'essouffle parce que c'est pour vous que l'autre le fait et pas pour lui-même. La meilleure des choses, c'est quand on est libre de faire ou ne pas faire les choses pour soi, et pas pour faire plaisir à l'autre en s'oubliant soi. Et si vous faites ça, alors je vous invite à revenir à vous et à ne plus vous oublier, à vous remettre au centre de votre vie. Pour conclure, je voudrais vous partager quelque chose de très personnel, de ce que j'ai compris des relations et de l'amour au sens large du terme. Et j'ai compris cela au fil de mes expériences parfois douloureuses. Faire confiance à l'autre pour qu'il suive son propre chemin, revenir à soi, lâcher toute attente, toute volonté, y compris celle de rester en relation. Accepter de voir l'autre s'éloigner ou qu'il n'ait pas l'élan ou les moyens de nous suivre dans notre évolution. S'accrocher à soi quand c'est particulièrement difficile de faire cela pour laisser la place à ce qui doit être. C'est à mon sens le plus bel acte d'amour pour soi et pour l'autre qui puisse être. Et parfois, on peut mesurer l'amour à cet acte de courage, de laisser quelqu'un partir et de ne pas le retenir. Et si certaines personnes qui ont traversé ma vie et qui ont quitté ma route m'écoutent, je voudrais leur dire que chacune d'entre elles reste tout près de mon cœur et m'accompagne dans ce que j'accomplis chaque jour, parce qu'elles ont apporté chacune leur contribution à la personne que je suis aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.